Vous écoutez Raconte-moi la France, un podcast de l'association Héritage. Le café est un point d'ancrage, un endroit bien particulier où l'on parle, écoute, rit, se confie sur ses rêves et ses peines, imagine, crée. Un endroit où l'on laisse libre cours à ses sentiments, parfois aidés, il est vrai, d'un petit décontractant. Et cela, les artistes installés à Paris pendant l'entre-deux-guerres l'avaient bien compris. Véritable lieu de création artistique emprunté à la culture orientale, les cafés ne sont pas qu'une composante de la vie de bohème, ils sont la vie de bohème. Cette existence mystérieuse et insouciante est apparue à Montmartre dans la seconde partie du XIXe siècle, avant de migrer à Montparnasse après la Première Guerre mondiale. Les cafés seront l'incarnation des années folles, comme on aime les retenir. Festives, libérées et passionnées. Avant de nous rendre carrefour Vavin et boulevard Montparnasse, faisons un tour où tout a commencé, Montmartre. Le 20 juin 1859, la commune de Montmartre est annexée et rattachée à Paris. La butte Montmartre, aux allures encore de village médiéval, résiste aux grands travaux d'embellissement et d'assainissement menés par le baron Haussmann. Ses moulins, ses fontaines et ses toits en chaume en font un quartier délicieusement pittoresque, préservé des immeubles et des autobus. Montmartre est ainsi un quartier prisé par les gens modestes, qu'ils soient cultivateurs, maraîchers ou ouvriers, là où les grands travaux eurent pour effet d'embourgeoiser la capitale. Les artistes pauvres posent leurs valises dans ce quartier populaire dans la seconde moitié du XIXe siècle pour y laisser libre cours à leur créativité, malgré l'insécurité et le manque d'hygiène. Les impressionnistes avec en tête Monet ou Cézanne s'installent dès les années 1860, puis Renoir, Van Gogh à la fin du XIXe siècle et enfin Picasso, et Braque-la-Butte Montmartre deviendra ainsi le premier quartier où les artistes viendront vivre la bohème. Ils n'hésitent pas à vivre dangereusement dans des conditions précaires au sein de logements insalubres pour exalter leur art. Certains artistes avant-gardistes ne peuvent être dissociés de certains endroits bien précis où ils stimulaient leur sens et leur génie. Car oui, la bohème se vit aussi dans les cafés, c'est même la bohème qui va démocratiser la vie au café. Lieu de sociabilisation et d'échange par excellence, les artistes avaient leur adresse favorite pour créer, rêver, parfois vendre une toile ou un poème en échange d'un repas. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Au milieu du XIXe siècle, la bohème se réunissait au Café Momus, véritable épicentre de la vie intellectuelle parisienne, ou encore au caveau du Soleil d'Or, où Verlaine, dit-on, aimait boire ses fées vertes. Un peu plus tard, certains emplacements situés à Montmartre déclenchèrent la même émulation. Le bien connu Bateau-Lavoir, cité d'artistes ayant vu passer Gauguin, Picasso et tant d'autres, mais également le Moulin de la Galette, célèbre café immortalisé par Renoir en 1876, ou le légendaire Moulin Rouge, cabaret situé au pied de la butte et peint par Toulouse-Lautrec en 1889. Montmartre sera le principal foyer artistique de Paris jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Un second centre va alors apparaître, supplantant peu à peu le premier et symbolisant la période située entre les deux guerres que l'on appellera les années folles. Mis à la mode par Apollinaire, le quartier de Montparnasse, situé sur la rive gauche de la Seine et à cheval entre le 14e, 15e et 16e arrondissement, sera une zone de rencontre sans équivalent d'écrivains, de peintres, de sculpteurs, de comédiens, souvent sans le sou, qui échangent et créent entre café et cité d'artistes. Alcool, travail, liberté et précarité auraient pu être le mantra des artistes peuplant Montparnasse. Le quartier n'est pas pittoresque, mais bon marché. Il regorge d'ateliers d'artistes et de cafés devenus iconiques. On boit, on danse, les femmes fument en terrasse, des Russes, des Américains, des Japonais se mélangent et digressent jusque tard dans la nuit. Paris est la capitale des arts et les cafés de Montparnasse une vitrine éclatante. La vie de saltimbanque qui mène les artistes se retrouvait sur les murs des cafés, parfois ornés de dessins d'artistes, faisant office de paiement et transformés en une véritable galerie. Le nom de la rotonde ou la coupole ou la closerie des Lilas parle sans doute aux auditeurs parisiens, sinon
aux amoureux des années folles. La Rotonde, par exemple, était un café très prisé par les intellectuels installés à Paris. Des artistes affamés et en quête de reconnaissance, comme Modigliani, s'y installaient des soirées entières pour y manger, y boire, à prix dérisoire, en échange d'un croquis notamment, lorsque ce dernier était incapable de payer. En bon habitué, on peut l'y voir photographié en 1916 aux côtés de Moïse Kiskling, autre peintre de l'école de Paris, et de Pâquerette, célèbre chanteuse de music-hall. Il y a également été peint par Arvid Fuchstedt en 1915. La Rotonde fait partie de ces nombreux cafés mythiques situés sur le carrefour Vavin, au croisement du boulevard Montparnasse et Raspail, qu'Henri Miller aimait appeler le nombril du monde dans le 14e arrondissement. Toujours au carrefour Vavin, les artistes aimaient aussi se retrouver au Dôme. Premier café de Montparnasse fondé au début des années 1900, il sera le point de rendez-vous de la colonie littéraire américaine, même si Hemingway, l'un des plus célèbres d'entre eux, préférait s'installer à la Closerie des Lilas, au 171 boulevard Montparnasse. Il écrit dans son ouvrage « Paris est une fête »« Il n'est pas de bon café plus proche de chez nous que la Closerie des Lilas. Il y faisait chaud en hiver et au printemps et en automne, les terrasses étaient agréables à l'ombre des arbres. » Le dernier haut lieu de fête situé carrefour Vavin pendant les années folles était indéniablement le Café de la Coupole. Ouvert le 20 décembre 1927 par Ernest Fraud et René Lafont, ainsi baptisé pour éclipser son rival du trottoir d'en face, le Dôme, la Coupole deviendra rapidement la nouvelle coqueluche du Paris artistique. Dans son écrin art déco, un dancing ouvre même dès 1928. Jean Cocteau, Fujita, Joséphine Baker, Picasso, Robert et Sonia Delaunay fréquentent assidûment cet établissement. La soirée d'inauguration du café est mythique et truculente. Près de 2500 personnes sont invitées, 1200 bouteilles de champagne sont prévues pour étancher leur soif, qui seront finalement largement insuffisantes à Chirico, Man Ray ou Mistinguett, qui resteront festoyés jusqu'à 5 heures du matin. La vie nocturne parisienne passe dans la légende à Montparnasse. Les nuits chaudes du Dingo-Bar aux 10 rue de l'Ambre étaient un incontournable du Montparnasse by Night. Il s'agit de l'un des premiers bars à rester ouvert toute la nuit et symbole d'une société cherchant peu à peu de légèreté alors que de grandes crises s'amoncellent à la toute fin des années 1920. Le Dingo-Bar, à l'image du Select, sont largement fréquentés par les Américains lettrés qui, profitant du cours très favorable du dollar, viennent profiter des charmes de la vie parisienne. L'insouciance des années folles, la libération des corps et des esprits trouve sa pleine expression dans les cafés et les music-halls de Montparnasse. Bien loin du quartier d'affaires et de sa vertigineuse tour connue aujourd'hui, Montparnasse est pendant l'entre-deux-guerres le fief de tous ceux qui veulent oublier les horreurs des combats, absinthe à la main et jazz dans les oreilles. Ces artistes vivant en marge, le ventre creux et sans revenu, semblent en rébellion contre un monde dont l'avenir s'est assombri. Cette légèreté ambiante dans les cafés de Montparnasse contribuera grandement à l'imaginaire populaire des années folles, dont on préfère souvent retenir l'effervescence artistique que les crises qui guettent la France et le monde. Alors, chers auditeurs, trinquons! C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre page et à bientôt.